Madame, Monsieur, bonjour. La Suisse a été l'objet d'un chantage de la part du lobby juif américain. Les banquiers suisses ont beaucoup trop payé dans le cadre de l'affaire des fonds en déshérence. Le Congrès juif mondial exagère le nombre des survivants de l'Holocauste pour récolter un maximum d'argent. Le même Congrès juif, par ses exigences, son attitude, a contribué à raviver l'antisémitisme en Europe. Ces affirmations plutôt provocatrices, vous en conviendrez, elles sont contenues dans ce petit ouvrage intitulé « L'industrie de l'Holocauste ». Et l'auteur de ces lignes, de ces affirmations, c'est Norman Finkelstein. Or, qui est Norman Finkelstein? Eh bien, c'est un intellectuel américain de gauche, antisioniste, lui-même d'origine juive, fils d'un père et d'une mère rescapés respectivement d'Auschwitz et de Majdanek, deux des camps nazis les plus terribles. Autant dire que les propos de Norman Finkelstein, qui concernent aussi la Suisse, n'en prennent que plus de relief. Et c'est pourquoi nous avons pensé intéressant de débattre avec lui de ces thèses. C'est pourquoi Norman Finkelstein est aujourd'hui l'invité de Droit de Cité. Bonjour Monsieur Finkelstein, bienvenue dans cette émission. Bienvenue également aux autres invités de ce plateau qui ont accepté de débattre avec M. Finkelstein. Il y a sur ce plateau que j'accueille, il y a deux représentants officiels des communautés juives de Suisse, M. Rolf Bloch, M. Alfred Donat. Il y a aussi un banquier qui parlera, en l'occurrence pour le comité exécutif de l'Association suisse des banquiers pour les affaires de fonds en déshérence, M. Jacques Rossier. Il y a M. Jean-Christian Lamblay, qui est un économiste, professeur d'économie, mais qui s'est passionné pour cette période et qui a écrit d'ailleurs un ouvrage, Le mobbing d'un petit pays. Il y a aussi M. Niels de Dardel, qui est conseiller national socialiste à Genève, qui est l'un de ceux qui a milité le plus pour qu'au Parlement, on revisite le passé de la Suisse. Et puis j'accueille aussi sur ce plateau Madame Ruth Fayon. Bonjour Madame. Madame Ruth Fayon est en Suisse depuis de longues années. Elle est elle-même aussi une rescapée des camps de la mort, rescapée d'Auschwitz, de Theresienstadt et aussi de Bergen-Belsen où elle a été libérée à l'époque. Madame, messieurs, bienvenue sur ce plateau. Alors, Monsieur Finkelstein, votre livre est un pamphlet contre le Congrès juif mondial, contre ce que vous appelez les élites juives américaines. Vous les accusez en quelque sorte de détourner à leur profit la cause des victimes de l'Holocauste et dans ce contexte, vous les accusez d'avoir organisé un véritable chantage contre la Suisse et contre d'autres pays. Monsieur Finkelstein, juste avant qu'on entre dans le détail, qu'est-ce qui vous motive? Quel but personnel est-ce que vous poursuivez en lançant cette polémique? J'ai écrit ce livre pour dénoncer la corruption de la mémoire des souffrances juives par l'industrie de l'Holocauste. J'ai écrit ce livre aussi pour dénoncer la falsification des faits historiques par l'industrie de l'Holocauste. À mon avis, en utilisant des tactiques brutales, l'industrie de l'Holocauste est devenue une des principales raisons qui encouragent l'antisémitisme en Europe aujourd'hui. Et en gonflant très largement le nombre de survivants, elle est devenue la principale source de déni de l'Holocauste dans le monde aujourd'hui. Merci M. Finkelstein pour cette première intervention. Évidemment, M. Rolf Bloch. Monsieur Rolf Bloch, vous avez été le président de la Fédération des communautés israélites de Suisse pendant toute cette période de crise qu'on vient de traverser. Vous avez vous-même été au cœur de la négociation. Vous êtes aussi le président d'un des fonds d'indemnisation des victimes de l'Holocauste. Quand vous lisez, quand vous entendez cette juxtaposition de termes, industrie et Holocauste, quelle est votre réaction? Eh bien, bien sûr, je trouve tout à fait légitime qu'on discute, qu'on mette en question les objectifs, les motivations, les méthodes, les résultats et les réactions de tout ce qui entoure le Global Settlement ou tout autre accord global qu'on a été fait ces derniers temps. Et je dirais que même entre juifs, une telle discussion est tout à fait opportune, parce que vous savez bien que les juifs ne sont pas toujours d'accord entre eux. Par exemple, il y a ceux qui refusent toute compensation en disant que c'est du blood money, et puis d'autres qui disent l'argent du sang. L'argent du sang, donc toute réparation, ils trouvent ignoble de l'accepter, tandis que d'autres trouvent qu'il n'y a pas d'autre moyen pour réparer même un tort moral qui est à disposition. Maintenant, pour discuter vraiment de ces questions, il faudrait quand même un climat désintéressé, il faudrait quand même qu'on ne soigne pas la polémique, que ça se passe sine ira et studio,
Alors que j'entends 3 fois maintenant, et je vois le titre du livre, Holocaust Industry, dans l'industrie de l'Holocauste, alors là, je suis choqué, je suis révolté, parce qu'au fond, c'était l'extermination des Juifs qui était œuvrée de façon industrielle. Et je dois penser plutôt à cela quand j'entends industrie de l'Holocauste. Donc, je pense qu'on entre dans une discussion, dans une polémique d'une mauvaise façon, qui n'apporte pas une solution au vrai problème qu'elle, au fond, devrait poser, et qu'elle fera peut-être seulement la joie de tous ceux qui cherchent la petite ou la grande bête contre les Juifs. Alors, on essaiera de voir ce qu'il y a quand même d'intéressant dans la polémique qu'engage M. Finkelstein, mais j'ai retenu votre réaction sur ces doubles juxtapositions de mots. Madame Ruth Fayon, vous-même qui avez donc été aussi, qui avez passé par ces horreurs, comment réagissez-vous à quelqu'un qui vient avec un pamphlet avec ce titre-là? Monsieur Bloch était presque mon porte-parole. Le titre me gêne énormément. L'industrie, ce n'est pas une industrie. C'est que les traitements que nous avons subis, ça c'était une industrie. Gazer, brûler, arracher les dents, couper les cheveux, tout ça, ça c'était une industrie. Mais ça, ce n'est pas une industrie. Monsieur Finkelstein, vous concevez que ce titre, évidemment, vous l'avez voulu comme ça, puisse choquer terriblement des gens qui n'entrent pas dans la catégorie que vous dénoncez, par exemple? Oui, écoutez, je dois dire que c'est un petit peu surprenant que l'on soit choqué par ce titre, parce que comme tout le monde le sait, au début des années 1980 déjà, des historiens, des journalistes respectés, par exemple la London Review of Books, utilisaient déjà les termes « l'industrie de l'Holocauste ». Et même Abba Eban, ancien ministre d'Israël, a tourné en ridicule l'industrie de l'Holocauste avec une phrase que tout le monde connaît dans ce plateau, à savoir qu'il avait dit qu'il n'y avait aucun business comme le business de la Shoah. Donc, si mon titre choque, ou si l'on pense qu'il choque, c'est simplement pour faire diversion par rapport au contenu de mon livre. Bien, alors entrons dans le vif du sujet. Monsieur Finkelstein, vous affirmez donc que la Suisse, comme d'autres pays d'ailleurs, ont subi un chantage dans cette affaire. Vous prenez le mot de chantage. Il faut dire qu'en Suisse, à l'époque, un ministre, Monsieur Delamura, un conseiller fédéral, avait utilisé ce mot. Ça avait donné lieu à toute une polémique en Suisse. Vous reprenez le même mot. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a eu chantage? Tout d'abord, permettez-moi de faire une brève remarque préliminaire. En fait, ce n'est pas moi qui ai été le premier à utiliser le mot chantage. Ça a été utilisé par Raoul Hilbert, une des principales autorités en matière d'Holocauste dans le monde, et dans le rapport Berger, ainsi qu'en dans les rapports américains. Il a effectivement parlé de cette affaire. Il a fait 3 interviews concernant mon livre. Et dans la première interview, il a décrit ce qui avait été dit, ce qui avait été fait par les Suisses à l'égard des organisations juives américaines. Il a dit que c'était obscène. Ensuite, il a dit que c'était détestable. Et dans la 3e interview, il a dit que c'était véritablement du chantage. Donc c'était le premier à avoir utilisé ce mot. Donc c'est lui qui a fixé le précédent en quelque sorte. Cela étant dit, les principales plaintes contre les banquiers suisses étaient tout d'abord, premièrement, qu'ils ont systématiquement empêché les survivants d'avoir accès aux comptes en déshérence après la Deuxième Guerre mondiale. Cette plainte a été réfutée de manière définitive par le rapport de la commission Volcker. La deuxième plainte contre les banquiers suisses était qu'ils avaient accumulé des sommes énormes dans les comptes en déshérence juifs. Cette plainte a été partiellement avérée. Ils ont accumulé davantage qu'ils n'ont reconnu, mais beaucoup moins que ce que prétendait le Congrès mondial juif. Le point le plus important, et j'insiste beaucoup là-dessus, le point le plus important, c'est que pour ce qui est des archives de ces comptes en déshérence,
Ce qui a été fait par les États-Unis était pire que ce qui a été fait par les Suisses. Cela a été dit de manière catégorique et sans équivoque par Seymour Rubin, principal expert américain sur le sujet. Par conséquent, les principales plaintes contre les Suisses étaient soit complètement erronées, soit complètement hypocrites. Et une dernière observation encore. Les banquiers suisses étaient d'accord pour la procédure de la commission Volcker. L'industrie de l'Holocauste a forcé les banquiers à accepter un règlement avant d'avoir les résultats. Et donc en forçant les choses, c'est devenu un véritable racket, une véritable extorsion. L'industrie de l'Holocauste a forcé les banquiers à accepter un règlement avant d'avoir les résultats. Et donc en forçant les choses, c'est devenu un véritable racket, une véritable extorsion. Il n'y a pas eu de justification à un règlement forcé. L'industrie de l'Holocauste a prétendu qu'elle le faisait simplement parce que les victimes de l'Holocauste qui étaient dans le besoin avaient besoin de l'argent maintenant. Mais en fait, 2 ans plus tard, pas un centime n'a été distribué. Et c'est encore beaucoup plus important si l'on prend le plan de répartition. On y reviendra, monsieur. Bon, d'accord, permettez-moi quand même de terminer. Judah Gribetz dit que l'on ne peut pas distribuer d'argent avant la fin de la procédure Volcker. Et bien dans ce cas, pourquoi est-ce que l'on a obligé les Suisses à accepter un règlement? Voilà, alors il y a beaucoup de choses chez M. Finkelstein. Revenons sur cette notion de chantage, en fait, rétrospectivement, puisqu'on arrive au bout de cette procédure, d'une certaine manière, puisque le plan de distribution des fonds liés à l'accord global conclu avec les banques suisses vient d'être fait, que les choses se sont quand même un peu tassées chez nous. Monsieur Rossier, vous êtes le gérant associé de la banque Darrier & Hensch, vous êtes aussi le membre du comité exécutif de l'Association suisse des banquiers, plus particulièrement chargé de suivre ce dossier des fonds en déshérence depuis pas mal de temps. Quelle est votre appréciation de la situation aujourd'hui à entendre M. Finkelstein? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou vous nuancez? Je nuance passablement. La question est de savoir effectivement est-ce que les banques suisses sont trop payées. On peut reformuler la question encore différemment. Pourquoi est-ce que les 2 grandes banques, l'UBS et le Crédit Suisse, ont consenti à payer 1,250 milliard de dollars, plus de 2 milliards de francs suisses? Elles y ont répondu elles-mêmes. Elles ont clairement indiqué qu'elles le faisaient pour échapper aux mesures de boycott aux États-Unis qui les empêchaient de développer leurs affaires, d'une part, et puis d'autre part pour éviter de devoir affronter des procès qui se seraient étendus sur plusieurs années, qui auraient coûté très cher et qui auraient certainement porté atteinte à leurs affaires et à leur image. À partir de là, la procédure de distribution de cet argent échappe totalement aux grandes banques, est entièrement dans les mains du juge Corman à New York. On entend aujourd'hui, si on lit la presse new-yorkaise, qu'il y a actuellement une chasse au dollar qui est en cours. Nous allons observer ça de très près, ça nous intéresse, mais on peut dire d'ores et déjà que l'argent qui sera dévolu aux victimes de l'Holocauste, dont elles-mêmes ou leurs héritiers avaient de l'argent dans les banques suisses, sera largement inférieur aux 1,250 milliard de dollars, puisque même le juge Corman attribue la somme de 800 millions de dollars maximale. Or, nos calculs à nous démontrent qu'en fin de compte, mais nous allons voir, il y aura sensiblement moins qui sera effectivement attribué à ces victimes. Alors, que va-t-il se passer avec la différence? C'est un point qui intéresse aussi M. Finkelstein. Nous n'en savons rien, mais c'est un fait que M. Elan Steinberg, directeur du Congrès juif mondial, se positionne en première ligne. Bien, Monsieur Rolf Bloch, vous êtes vous-même, vous revenez de New York, où vous avez assisté à la lecture du plan de distribution de la part du juge Corman. Vous y étiez aussi en tant que consultant, d'une certaine manière, puisque vous êtes à la tête d'un fonds qui a été récolté en Suisse et vous en assurez la distribution. Comment réagissez-vous avec le rôle qui est le vôtre? Donc, avec la distribution du Global Settlement, de l'accord général, je n'ai rien à voir, parce que nous sommes uniquement le fonds suisse et nous n'allons pas mélanger le fonds suisse avec la distribution du Global Settlement. Maintenant, à part la restitution de ce qui est dû à ceux qui ont un compte auprès des banques suisses, dont la liste va être complétée ces prochains temps, puisque seulement une partie a été publiée, et pour le reste, il faut
constituait une réserve. C'est pour cela que le juge a déterminé 800 millions, alors que probablement ça sera beaucoup moins, ou peut-être 200 millions de moins ou 300 millions de moins que ce qui sera véritablement versé. Le reste, maintenant ce qui reste, là, le juge a aussi déjà dit qu'il allait le faire distribuer aux rescapés vivants de l'Holocauste. Et ces rescapés vivants de l'Holocauste, et combien ils en sont, il a aussi émis déjà un chiffre, il a dit que en tout, il pense avoir reçu 560 000 demandes, tout confondu, toute catégorie de cet accord confondu, et il pense que ça pourrait aller jusqu'à 800 000 personnes. Alors, le mécanisme qui a été mis en place pour le fonds suisse pourra aussi jouer pour la distribution de cet argent aux rescapés. Vous me disiez qu'on vous demandait conseil sur la façon de faire. Mais la question c'est, M. Finkelstein est d'une extrême méfiance par rapport à ça. Il dit en somme, l'argent n'ira pas à ceux pour lesquels il est destiné. Alors, votre opinion aux uns et aux autres, et à vous tout particulièrement, quelle confiance accorder aux instances qui actuellement sont en charge de la distribution de ces fonds? Alors, comme c'est le même mécanisme en ce qui concerne les organisations juives, en tout cas, nous avons suivi ces organisations juives, nous les avons fait auditer, pour prendre une expression quasi anglaise, et nous avons constaté que tout allait aux rescapés. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va aux organisations juives elles-mêmes. Monsieur Donat, vous me disiez l'autre jour que vous étiez assez surpris quand vous constatiez le plan de distribution. De quoi étiez-vous surpris? Eh bien, si vous voulez, dans toute cette affaire de l'Holocauste, là je reviens sur l'industrialisation, on oublie un tout petit peu les 6 millions de personnes qui ont péri dans des conditions atroces. Et finalement, si ces personnes-là avaient aujourd'hui droit à la parole, elles ne peuvent pas être parmi les plaignantes. Et je crois que le juge Corman et M. Gribet sont basés un tout petit peu sur un aspect juridique des plaintes. Mais si ces 6 millions avaient droit à la parole, alors je pense qu'elles plaideraient pour qu'une partie de l'argent, pas forcément celui-ci, mais de façon générale, soit employée pour éviter qu'une nouvelle Shoah puisse se reproduire, pour qu'on cultive la mémoire de ce qui s'est passé et que l'on intervienne sur le plan éducatif pour que plus jamais une telle catastrophe ne puisse de nouveau être réalisée. Alors revenons sur la notion de chantage, trop demandé, trop payé. Monsieur Delardel, vous qui avez été vraiment un militant pour que la Suisse revisite son passé dans ce domaine-là. Oui, je crois que le grand défaut du livre de M. Finkelstein, c'est qu'il sous-estime en fait la force et la puissance économique et financière des banques suisses. C'est-à-dire que les banques suisses, dans le secteur de la gestion de fortune, représentent le 27% du marché mondial et près du 80% du marché européen. Et je crois que cette force et cette puissance, au fond, échappent complètement à M. Finkelstein. Et il est assez curieux, je dois dire, de constater en lisant son livre qu'il présente les banques suisses comme des victimes. Bon, ce qui est complètement absurde. Les banques suisses, pendant des décennies, ont effectivement manqué à toutes leurs obligations envers les détenteurs de fonds en déshérence. C'est une chose qui est absolument indiscutable. Et le fait que la commission Volcker félicite, en tout cas partiellement, les banques suisses aujourd'hui, elle les félicite uniquement d'avoir, après l'accord et après la bataille, ouvert leur dossier. Vous dites aussi dans votre livre que les banques suisses n'auraient pas détruit les archives. C'est faux, Monsieur Finkelstein. Les banques suisses ont détruit les archives. Même la plus grande d'entre elles, l'UBS, s'est fait prendre la main dans le sac après, c'était sauf erreur en 1997, après les décisions du Parlement suisse en train de détruire des archives. Donc, l'adversaire du Congrès juif mondial et des autres organisations juives était une institution extrêmement coriace, extrêmement puissante, et il faut aussi estimer les moyens qui ont été utilisés en fonction de cette réalité. Voilà, Monsieur Finkelstein, c'est à vous. Vous vouliez intervenir. D'après la commission Volcker,
il n'y a aucune preuve que les banquiers suisses aient systématiquement détruit les comptes ou les archives concernant les fonds juifs. En fait, le rapport de la commission Volcker dit que la quantité de dossiers gardés par les banquiers suisses était véritablement remarquable et absolument remarquable. En tant qu'homme de gauche et américain, je serais le dernier à sous-estimer la puissance des banquiers, vous savez. Cela étant dit, je suis également quelqu'un qui croit en la vérité. Et vous n'avez pas le droit de falsifier les faits historiques pour extorquer de l'argent. Bien, Monsieur Rossier, Banque Suisse victime en l'occurrence du Congrès juif mondial. C'est l'impression que vous avez aujourd'hui? Non, vous savez, les banques font très mauvaise figure de victimes. Hein. Il y a les accusés et les victimes, et on est plutôt sur les bancs des accusés, en général, pas seulement dans cette affaire. On s'y habitue. Je n'attendais pas beaucoup de compliments sur les banques de la part de M. Dardel. Il est évident que les banques suisses ont fait des erreurs, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, je l'ai déjà fait, des excuses étaient dues, elles ont été présentées, les banques suisses ont payé très cher ces erreurs qui ont été faites, mais je dirais quand même à M. Dardel, et là je rejoins M. Finkelstein, je ne le rejoins pas sur tout, mais sur ça, le rapport Volcker mérite d'être lu, il mérite d'être lu attentivement. Les banques suisses n'ont pas volé, les banques suisses n'ont pas extorqué, les banques suisses n'ont en général pas détruit leurs archives. Oui, il y a le cas Miley, oui, mais en général pas détruit les archives. Il y a quand même un rapport positif de la commission Volcker, il faut en prendre note et les banques ont payé. M. Finkelstein l'a aussi dit, et j'aimerais le dire à M. Dardel et à nos amis ici dans la salle, il y a 2 poids, 2 mesures. Et c'est une des raisons principales pour laquelle moi je retire un sentiment très amer de toute cette histoire, c'est que les comptes en déshérence, oui, il y en avait dans les banques suisses, mais l'argent juif avant la guerre a été en grande quantité aux États-Unis, lisez le rapport Volcker, a été en grande quantité en Palestine et en Angleterre, lisez le rapport Volcker, c'est même quantifié par Madame Hélène Younes, historienne juive, dans une des annexes du rapport Volcker. Or, à ma connaissance, et M. Finkelstein le confirme, on est encore loin de voir débarquer une armée de réviseurs dans les banques new-yorkaises. Ça coûterait des milliards de dollars de faire aux États-Unis une révision comme on a fait en Suisse. En Israël, j'en ai pas entendu parler. Tout récemment, l'ancienne banque anglo-palestinienne, aujourd'hui la banque Leumi, a fini par publier sur Internet 13 000 noms, fini par publier. Les banques suisses ont donné l'exemple, Monsieur Dardel, dans ce domaine, au moins. Monsieur Lamblec, on n'a pas encore entendu sur toutes les questions du chantage. Écoutez, je crois qu'il n'y a aucun doute que les banques suisses se sont trouvées sous une telle pression qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de capituler, surtout qu'elles n'ont pas été soutenues par le Conseil fédéral. Ça c'est très important. Mais si vous permettez, d'un point de vue suisse, il y a eu cet accord global, l'argent a été payé ou sera payé. Au fond, ce qui se passe à partir de maintenant ne nous regarde plus tellement, nous autres Suisses. Et je crois que nous aurions vraiment tort d'éprouver une sorte de schadenfreude et de plaisir qu'on éprouve aux ennuis d'autrui. Laissons les parties concernées, c'est essentiellement les milieux juifs, laissons-les débattre de ça, suivons la chose. Je dirais une chose à propos des milieux juifs que je connais un tout petit peu. Il y a beaucoup de gens avec un sens moral très aigu dans ce milieu. Les Israélites, c'est le peuple des prophètes, des bons, des faux. Les prophètes souvent finissent mal, ou en tout cas essuient des insultes, des avanies, comme M. Finkelstein le sait. Donc tout ça, c'est bien, laissons peut-être un peu passer le temps, et voyons, en fin de compte, dans 10 ans, où nous en serons. D'accord. Monsieur Bloch? Oui, je voudrais peut-être ajouter une petite note à cela, c'est qu'il y a eu pression sur les banques suisses, il y a peut-être eu trop de pression, une pression exagérée, et puis on a commencé à parler de la Suisse en général, on a généralisé le tout, ce qui n'est pas assez différencié, mais il faut quand même dire une chose. Sans la pression américaine, sans une certaine pression américaine ou des organisations juives, il n'y aurait pas eu de global settlement du tout. Parce que nous avons déjà eu un processus analogue après la guerre,
et dans les années 45 et après dans les années 60 à 72. Donc il fallait ceci. Que ça a été exagéré, que sur les méthodes nous ne sommes pas toujours d'accord, même les juifs de Suisse ou d'autres juifs dans le monde, là on peut rejoindre M. Finkelstein. Justement, M. Bloch, vous-même avez eu l'occasion probablement de dire votre désaccord à vos coreligionnaires du Congrès juif mondial. Qu'est-ce que vous leur reprochiez? En quels termes exprimiez-vous ce désaccord? Alors, effectivement, les Juifs de Suisse se sont opposés à certaines méthodes. Ils étaient d'accord avec l'objectif de restitution et de venir en aide aux survivants de l'Holocauste, qui n'avaient encore rien reçu, puisqu'ils étaient surtout dans les pays de l'Est. Et nous l'avons dit devant un hearing à Washington, nous voulons de la justice pour les Juifs, mais aussi du fair play pour la Suisse. C'est-à-dire justice dans les objectifs, mais fair play dans les méthodes. Et ce fair play n'a pas toujours été respecté? Et ce fair play n'a pas toujours eu lieu, nous l'avons souvent dit, nous sommes allés à discuter avec les organisations pour leur dire que ceci est exagéré et que ça va, qu'est contre-productif finalement. Monsieur Denat? Oui, je vais peut-être soutenir ce que vient de dire M. Bloch, mais expliquer quand même qu'il s'agit moins d'une attitude juive que d'une attitude américaine. Ce sont les Américains, dans toutes les discussions, qui ont l'habitude, pour reprendre une image sportive, de repousser l'adversaire dans le coin du ring, de le mettre dans ses petits souliers, et après seulement de commencer à discuter, alors que chez nous, nous avons davantage l'habitude de se mettre autour d'une table et puis de parler tranquillement. Donc ça, c'est une méthode purement américaine qui a été mal ressentie en Suisse, et je pense que c'est le grand mérite justement de Rolf Bloch d'avoir réussi à l'expliquer. Oui, Monsieur Dedardel et Monsieur Lamblay. Monsieur Dedardel. Je peux dire que s'il n'y avait eu que le Parlement suisse où nous étions très en minorité, n'est-ce pas, pour résoudre le problème des fonds en déshérence, et s'il n'y avait eu que les organisations israélites suisses, il n'y aurait aucun résultat, tout simplement. On en serait à une situation où les fonds en déshérence ne seraient pas restitués. Donc ça, c'est clair et net. L'action des associations juives internationales a joué un rôle absolument décisif. Il a joué aussi un rôle décisif, d'ailleurs, pour obliger la société suisse a revisité complètement l'histoire de la Suisse, pas seulement sur le problème des Juifs, mais sur le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec M. Lamblay quand il dit que maintenant il faut laisser cette répartition se faire et que ça n'est pas notre affaire. Moi j'estime que c'est pas vrai du tout, c'est aussi notre affaire, et là-dessus je dois dire que alors je suis personnellement assez critique sur la manière dont cette répartition est en train de se faire, parce que il est vrai que les fonds en déshérence semblent trouver une solution satisfaisante, n'est-ce pas? En revanche, les autres victimes sont manifestement maltraitées par cet accord ou par la réalisation de cet accord. Et je pense principalement aux réfugiés qui ont été refoulés hors de Suisse pendant la guerre et qui ont été donc livrés au camp d'extermination des nazis. Ces personnes et leurs survivants sont maltraités par cet accord. Elles obtiennent des aumônes, puisqu'il s'agit, sauf erreur, d'une somme maximale, enfin c'est le projet, de $2500, ce qui est absolument dérisoire. Donc là, il y a vraiment un gros problème qui se pose. Monsieur Finkelstein souhaiterait intervenir. Monsieur Finkelstein, c'est à vous. C'est à vous, Monsieur Finkelstein. Oui, effectivement. Je voulais apporter une précision. Tout d'abord, je comprends que M. Bloch a joué un rôle très honorable pendant cette affaire avec les banques suisses, et je serai le dernier à le critiquer, ou le comportement des juifs suisses. Le problème, c'est que ce n'est pas une attitude américaine à l'égard du gouvernement américain. En fait, c'est l'attitude du gouvernement américain et des organisations juives américaines contre d'autres pays. Donc ils vont dans d'autres pays tels que la Suisse en utilisant des tactiques brutales, en fomentant l'antisémitisme, mais ils n'oseraient jamais utiliser les mêmes tactiques aux États-Unis. Car en effet, comme Seymour Rubin, principal expert, l'a dit,
Les faits montrent que ce qui a été fait par les États-Unis en matière de compensation des comptes en déshérence est moins bon que ce qui a été fait par les Suisses. Or, les organisations juives américaines n'en ont jamais rien dit. Et en fait, Seymour Rubin, qui a fait cette déclaration, eh bien, son témoignage a été supprimé des archives historiques quand il a dit. En fait, on ne le trouve dans aucun dossier. Le problème, c'est que, effectivement, il y a 2 poids et 2 mesures. Et un autre problème, c'est que les Juifs ailleurs sont victimisés par ces organisations juives américaines, et ce sont eux qui souffrent de ce que font ces organisations juives américaines. Monsieur Lamblay. Écoutez, au sujet des procédés que vient d'évoquer M. Finkelstein, il dit que ça va provoquer de l'antisémitisme en Europe. Là, je crois qu'il faut faire attention, parce que si par antisémitisme, on entend quelque chose de violent, avec la discrimination, ce qu'on a connu dans les années 30, ça, je ne crois pas. En revanche, et là je suis d'accord avec lui, le capital de sympathie dont jouissait Israël en particulier a, je crois, disparu très largement, non seulement en Suisse, mais dans d'autres pays. Et vous savez, l'histoire est pleine de surprises. Alors on ne sait pas, un jour peut-être on regrettera que ce capital ne soit plus là. Revenons sur le fait que vous, Monsieur Bloch, aussi bien Monsieur Donat, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec les méthodes. J'aimerais dire à Madame Ruth Fayon. Madame Fayon, je rappelle donc que vous êtes ici en tant que rescapée des camps nazis. Vous-même, vous me disiez que vous aviez été un peu choquée il y a une quinzaine de jours. Par quoi avez-vous été choquée? Par un gala? Ah oui, les galas naturellement à New York et les manifestations de ceux qui demandent de l'argent. Oui. On voit quelques images de ce gala, effectivement, c'était un grand show organisé par le gouvernement américain, le monsieur Bronfman, oui, madame. Aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi la politique derrière ça. Ça, c'est les images qu'on voit, voilà. Ce que je voulais dire, effectivement, on parle trop autour de ces fonds, soi-disant, en déshérence, sur les fonds, pour les nécessités. Si vous permettez, je vais vous dire, il n'y a pas de prix à payer pour ce que nous avons souffert. Et si quelqu'un n'a pas demandé une certaine somme, même ceux qui sont dans les besoins, effectivement, si on nous a volé notre jeunesse, notre enfance, nous avons perdu nos familles, il n'y a pas de prix pour ça. Ça, c'est une chose. Mais ceux qui sont dans les besoins, ils doivent avoir déjà une petite somme pour au moins finir ces vieux jours. Merci madame. Revenons sur la question des méthodes. La question qui est posée, c'est est-ce que les méthodes que vous-même vous critiquez, c'est-à-dire, en somme, quelle méthode vous critiquez? Est-ce qu'on peut le dire plus précisément? Qu'est-ce que vous critiquez exactement? Donc, nous avons critiqué le fait que les Américains, au fond, dans les négociations, emploient une culture de négociation complètement différente de la Suisse. M. Donat l'a déjà dit. C'est pas des méthodes juives, c'est des méthodes américaines. Ils jouent au poker. Et l'enjeu est mis d'abord, un grand enjeu, et ensuite on commence à négocier. Et là-dedans, dans cet enjeu, il y a la généralisation. Dans le rapport Eisenstadt, on a généralisé l'attitude de la Suisse par rapport au nazisme. On a toujours parlé de toutes les banques, alors qu'on sait que certaines banques étaient quand même plus ouvertes et plus sensibles à ce qui s'était passé pendant la guerre et ont aidé les survivants respectivement leurs héritiers. Donc on n'ose pas généraliser. Ceci, pour moi, ce ne sont pas des méthodes juives, parce qu'il faut prendre les choses d'une façon plus différenciée. Et le boycott, la menace, tout ceci est au fond contraire à notre culture. Et c'était contre cela que nous nous sommes élevés. Mais vous n'avez jamais eu envie de vous désolidariser tout de même du Congrès juif mondial? Parce que nous avons toujours dit, nous sommes d'accord avec l'objectif, et nous avons dit aux organisations américaines, au gouvernement, M. Eisenstadt aussi, attention, n'allez pas trop loin. D'ailleurs, la réaction n'était pas seulement en Suisse, n'était pas une réaction seulement antisémite ou anti-juive, la sympathie qui est tombée, mais aussi anti-américain. Quand le rapport Eisenstadt est sorti, il y avait une vague
d'anti-américanisme en Suisse qu'on n'a jamais connu puisque c'était nos sister republics. Donc c'est notre grand exemple, l'Amérique. Et tout à coup, on était des ennemis. Donc, Monsieur Bloch, vous étiez contre les méthodes, mais d'accord avec l'objectif. Donc, d'une certaine manière, vous disiez la fin justifie les moyens. Et non, justement, c'est ce on est allé leur dire. Mais voyez-vous l'influence que nous avons de changer des méthodes invétérées américaines chez des organisations américaines, de faire plus de compréhension. Et je dois dire d'un autre côté que la fin justifiait un certain changement d'attitude vis-à-vis des Juifs. Il faut supporter, parce que quand on est Juif, on est Juif. Et il y a certainement des gens qui nous aiment et puis des gens qui nous aiment pas. Et nous n'allons pas le changer. Et maintenant, ça vient à la surface. Donc, il faut aussi supporter un tout petit peu d'antisémitisme, ou mettons pas d'antisémitisme, mais qu'on ne soit pas sympathique à tout le monde. Monsieur Rossier, l'internet. J'apprécie beaucoup ce que M. Bloch vient de dire au sujet de la fin qui ne justifie pas les moyens. Je dirais que je garde quand même un bilan assez amer de ce qui s'est passé. Et là, je parle à titre tout à fait personnel. Je suis quand même très fâché contre le gouvernement américain, en particulier son ministre, M. Stuart Eisenstadt, qui a soutenu, inofficiellement, mais il a soutenu les menaces de boycott, qui sont illégales, qui sont contraires au droit international. Ensuite, dans les deux rapports nommés Eisenstadt que M. Bloch a mentionnés, M. Eisenstadt a fait des attaques contre la neutralité suisse et contre le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ne sont pas admissibles, qui se sont avérées fausses sur beaucoup de points et qui sont un document purement politique. Deuxièmement, je suis amer, et je précise, envers les méthodes utilisées par le Congrès juif mondial américain. Ce sont des personnalités, il faut les nommer, c'est M. Bronfman, M. Singer, M. Steinberg, on peut rajouter quelques noms, M. Bourg à Jérusalem, qui ont mené des attaques en utilisant une terminologie inadmissible, excessive et humiliante contre la Suisse, contre les Suisses, incidemment contre les banques, mais les banques y sont habituées. Je réagis en tant que citoyen suisse. Et troisièmement, c'est mon dernier point, et je me tourne vers M. Bloch et M. Donat. Je suis personnellement un peu déçu que durant la partie la plus chaude de la crise, où la Suisse se faisait vraiment insulter de tous les côtés, moi personnellement je n'ai pas vraiment entendu les organisations juives suisses s'élever publiquement en Suisse, dans les médias, la contre. J'ai entendu M. Michael Cohn, pour moi c'est une grande exception, il l'a fait avec beaucoup de courage, mais sur ce plan-là je suis un peu déçu. M. Donat, vous voyez sans répondre, M. Donat ou M. Bloch. Premièrement, je crois que vous sous-estimez le rôle joué en coulisses par les Juifs de Suisse et particulièrement par M. Bloch, sans faire état de ce qu'il faisait dans la grande presse. Il est effectivement intervenu pour soutenir la position de la Suisse de façon générale, et il a mentionné tout à l'heure, son slogan c'était vraiment justice pour les Suisses, mais fairness, donc c'est difficile à traduire, mais fairness pour la Suisse. Mais dans toute cette histoire, je crois qu'il faut replacer tout cet holocauste dans son véritable contexte. Quand on pense que finalement le tiers du peuple juif a été exterminé, ce qui reviendrait à dire que par exemple toute la Suisse romande et les Tessinois auraient été tués dans toute cette histoire, ou si vous voulez tous les Suisses avec des yeux bleus seraient disparus. À ce moment-là, toutes ces discussions sur une réparation, on ne peut même pas parler de réparation, mais sur une certaine somme d'argent qui reviendrait à ceux qui ont échappé à ce malheur est absolument dérisoire. Finalement, même si la somme de 2 milliards de francs suisses est relativement importante, c'est rien par rapport à la souffrance du peuple juif. Comme victime. Vous avez dit que vous ne vouliez pas l'être, mais vous vous présentez aujourd'hui comme victime. Moi, je pense que les banques suisses, et je le répète, ont pendant des décennies fait obstacle aux titulaires des comptes en déshérence, et au fond elles ont payé cette attitude de manière très sévère, c'est vrai, mais en définitive c'est une justice qui est intervenue. Voilà. Monsieur Finkelstein voulait intervenir. Monsieur Finkelstein, on vous écoute. Merci, oui.
Tout d'abord, je m'oppose à ce que l'on parle de démagogie, et notamment quand on parle de la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés pour justifier le chantage. Ce n'est pas de cette manière que cette mémoire devrait être utilisée. C'était du chantage et Raoul Hilberg lui-même a utilisé ce mot. Et la mémoire des Juifs qui ont souffert ne devrait pas être utilisée pour justifier un racket, une extorsion. Deuxièmement, avec tout le respect que je dois à M. Bloch, il me semble que une fois que le Congrès juif mondial est devenu partie prenante dans ce chantage mondial, eh bien en tant que Suisse, en tant que Juif et en tant qu'être humain, vous avez une responsabilité morale de rompre vos liens avec cette organisation et de la dénoncer publiquement. Monsieur Bloch. Bon, là on peut discuter, c'est justement ce que j'appelle la discussion intra-juive. Nous savons, si on était d'accord avec les objectifs, c'est-à-dire la restitution, et s'il fallait arriver 50 ans plus tard à une restitution, et nous avions eu besoin d'alliés, puisque nous tous seuls, nous sommes... Ce n'était pas l'objectif. Non, c'est tout à fait faux. Ce n'était pas le but. Les victimes des persécutions nazies ne voient jamais cet argent. Le Congrès juif mondial a pour objectif d'amasser cet argent, et comme Steinberg l'a dit à la veille du gala de l'Holocauste, il a dit que nous avons accumulé 9 milliards de dollars. Et il a dit que nous allons probablement accumuler des milliards. C'est bien ce qu'il a dit, probablement des milliards pour solde. Et avant que l'argent suisse n'ait été réparti et distribué, avant que l'argent versé par les Allemands au titre des réparations n'ait été distribué, il l'avait déjà annoncé et il se félicitait déjà de l'accumulation probablement de milliards de dollars. Et cet argent n'avait jamais été destiné aux victimes des persécutions nazies. Et je crois qu'il faudrait vraiment être honnête à ce propos. En fait, nous n'avons pas encore parlé de cet accord. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Vous affirmez des choses graves, qu'est-ce qui vous permet de le dire? Oui, comme je l'ai dit, premièrement, Elan Steinberg lui-même a annoncé qu'il y aurait probablement des milliards qui resteraient après la distribution, alors que, en fait, pas un seul centime de l'argent suisse ou de l'argent allemand n'a encore été distribué. Deuxièmement, si vous prenez le plan de répartition de Judah Rebitz qui vient d'être rendu public, comme l'un de vos invités l'a déjà annoncé, eh bien, 800 millions de dollars ont été attribués pour les comptes en déshérence. Mais en fait, il est impossible que plus de 300 millions de dollars aillent aux titulaires des comptes. Parce qu'il y a donc là déjà un surplus, un excédent de 500 millions. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, les actifs pillés, eh bien, cet argent va aller à la conférence des plaintes juives et au comité de distribution juif. Ça représente 90 millions de dollars. Dans la catégorie 3, qu'on appelle les travailleurs forcés, on a attribué 200 millions de dollars. Et les chiffres sont ceux qu'ils donnent pour les travailleurs forcés juifs. Eh bien, ces chiffres sont complètement erronés. Sur ces 200 millions, en fait, pas plus de 75 millions vont aller aux travailleurs forcés juifs. Et donc, si on prend un total 1,25 milliard de dollars, eh bien, sur ces 1,25 milliards, 800 millions vont rentrer directement dans les poches de ces organisations juives. Et ces organisations juives, s'il vous plaît, monsieur Philippe, elles veulent subventionner leurs programmes. Bon, elles ont le droit de le faire, soit. Vous répondez. Monsieur Donat. Bon, premièrement, je crois qu'on se fait des illusions sur ce qu'est le Congrès juif mondial. En fait, c'est l'association fêtière de tous les juifs de Suisse, à part ceux qui vivent en Israël. Et ce sont du monde, excusez-moi, du monde, à part ceux qui vivent en Israël. Et finalement, ce sont 5-6 personnes, des salariés, qui sont là pour faire, au fond, ce que les organisations membres leur demandent de faire.
Donc il y a une légitimité du Congrès juif mondial qui existe et qui est indiscutable. Et finalement, eux ne cherchent absolument pas à thésauriser quoi que ce soit, mais il y a toute une série de projets, entre autres le projet le plus important, c'est de recréer tout ce qui a été détruit dans l'Europe de l'Est au point de vue judaïsme, et c'est à cela qu'une partie de l'argent devra être utilisée s'il y a encore quelque chose qui reste, à part donc les indemnisations prévues par le juge Corman actuellement. Pour revitaliser la religion juive dans les pays où elle était éradiquée. Quasiment. Absolument. Il y a tout cet aspect souvenir et tout cet aspect éducation pour éviter qu'une Shoah puisse de nouveau se reproduire qui est complètement passé sous silence. D'accord, Monsieur Bloch. Oui, par respect aux traditions de discussion en Suisse, je n'ai pas interrompu M. Finkelstein quand il m'a interrompu avant. Et je reprends peut-être simplement pour dire que lui, maintenant, il parle du futur, c'est-à-dire comment cet argent sera distribué. Je ne crois pas à un mot de ce qu'il dit maintenant, que les organisations juives vont empocher cet argent. Alors c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Exactement. Moi j'ai simplement la preuve d'avoir distribué 300 millions de francs suisses. Oui. Pour les téléspectateurs, on parle de deux choses différentes. Il y a les 1 milliard 200 millions, le 1 milliard 2, c'est l'accord global fait par les banques suisses. Et vous parlez maintenant d'un... Moi je dis... C'est Ilan Steinberg du Congrès juif mondial qui l'a dit. On n'a pas fini. Je dis seulement par analogie, puisque là, ça s'est bien passé, je ne vois pas pourquoi, sous l'auspice du juge Corman, sous contrôle américain, ça devrait se passer différemment. Moi, j'aimerais me tourner vers M. Dardel et M. Lamblay. Quand vous entendez cette bagarre de chiffres, d'ailleurs même vers Mme Fayon d'abord, quand vous entendez cette bataille de chiffres, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Mme Fayon? Je peux seulement répéter ce que je disais avant. Tous ces chiffres, ça me donne la chair de poule tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de prix pour tout ce que nous avons souffert. On veut donner pour les travaux forcés. Moi aussi, j'ai fait des travaux forcés. J'ai tout passé, tout ça. Mais on ne peut pas payer ça. Mais je me répète, les personnes dans les besoins doivent recevoir le plus vite possible. Parce qu'ils sont âgés. Bon, Monsieur Finkelstein se choque du fait qu'on utilise de l'argent pour revitaliser la religion juive, en fait, dans les pays où elle a été un peu éradiquée. Monsieur Lamblay, Monsieur de Dardel, votre réaction par rapport à cela? Écoutez, ça ne nous concerne pas, c'est ce que j'ai dit au début. Par contre, je trouve un peu gênant, presque indécent, qu'on se dispute, excusez l'expression, qu'on se dispute le bout de gras. Si ça pouvait se faire avec élégance, surtout dans un domaine comme celui-là, avec discrétion, je crois que tout le monde serait beaucoup plus heureux. Oui, mais je crois que c'est inévitable, n'est-ce pas? Au début des années 50, il y a eu les indemnisations de l'Allemagne en faveur d'Israël et des Juifs persécutés, et les mêmes polémiques ont eu lieu. Je pense que malheureusement, c'est inévitable, et je pense aussi que aussi bien les Juifs en tout cas, bon, ce qui concerne la Suisse, que les citoyens et les citoyennes suisses ont absolument le droit de demander des comptes et de savoir toute la vérité sur l'affectation des montants. Ça me semble la moindre des choses, et en ce qui me concerne, je trouve que, en tout cas dans le projet de répartition de l'argent, les réfugiés refoulés sont maltraités, et je dois dire que je ressens ça de manière très très cruelle. Et c'est la faute aussi, pas seulement du Congrès juif mondial, mais c'est la faute des Suisses, du gouvernement suisse qui n'a pas voulu assumer ses responsabilités en ce qui concerne les Juifs refoulés. Une opération extraordinaire, c'est les banques qui maintenant couvrent cette question, alors que là, elles ne sont pas responsables. Et avant de donner la parole à M. Rossier, je dois dire que j'ai invité le successeur de M. Thomas Borer à la tête du service de la Deuxième Guerre mondiale à la Confédération, et qu'il m'était répondu que le Conseil fédéral, que le département considérait qu'il n'était pas opportun de participer à cette émission parce que c'était trop délicat. Voilà. M. Rossier. Bien, juste une question faite, Monsieur Dardel, enfin vous le savez probablement, les deux grandes banques, en concluant ce contrat, le Global Settlement c'est un contrat à New York, se sont engagées par contrat à n'exercer aucune influence sur la distribution. Donc à partir de là, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'argent pour les réfugiés, mais ce n'est vraiment pas quelque chose que les grandes banques peuvent influencer.
Deuxième point, aussi à l'adresse de M. Dardel, qui ne rate pas une occasion de faire quelques remarques sur les banques. Je suis d'accord. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous l'avez dit tout à l'heure, que sans, et M. Bloch l'a dit, que sans M. D'Amato, pour citer quelqu'un qui n'est pas juif dans cette affaire, sans M. Israël Singer, les banques suisses n'auraient pas dépensé 1 milliard de francs à peu près pour faire une révision complète et pour permettre de faire ressortir les comptes en déshérence qui vont être publiés maintenant. Mais je fais une dernière remarque à ce sujet. C'était quand même 2 poids 2 mesures. Il y a eu énormément de négligence administrative, essentiellement dans le monde entier après la Deuxième Guerre mondiale. Les banques suisses en sont coupables dans la recherche d'ayants droit de comptes en déshérence victimes de l'Holocauste. Mais le même problème existe aux États-Unis. Personne s'y attaque. Et là, le Congrès juif mondial ne s'y attaquera pas pour des raisons politiques. Même problème en Angleterre et même problème en Israël. Bon, je crois qu'on peut aussi réfuter C'est tout à fait ça. de M. Finkelstein contre le Congrès juif mondial en revenant à ce que vient de dire M. de Dardel, c'est-à-dire que après la guerre, l'Allemagne a versé à titre de réparation plus de 60 milliards à des juifs. Or, ces 60 milliards ont été négociés par le président d'alors du Congrès juif mondial, qui était le Dr Nahum Goldman, et puis c'est le Congrès juif mondial, par le biais de la commission de restitution, c'est eux qui ont distribué cet argent, et il y a encore aujourd'hui des gens qui vivent des rentes qu'ils ont reçues à l'époque. Donc le Congrès juif mondial n'a rien gardé de toute cette somme, beaucoup plus importante que celle dont on parle aujourd'hui. Monsieur Finkelstein, une question. Monsieur Bloch nous dit, finalement, si j'étais... Monsieur Finkelstein, j'ai une question. Monsieur Finkelstein, j'ai une question. Monsieur Bloch nous dit, je n'étais pas d'accord avec les méthodes du Congrès juif mondial, certaines méthodes, mais j'étais d'accord sur l'objectif qui consistait, selon Monsieur Bloch, à rendre, à restituer, enfin pas restituer, comment dire, à compenser, non c'est même pas le mot, à ce que des victimes de l'Holocauste puissent bénéficier d'un peu de confort matériel. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y en a quand même un peu plus que si cet argent n'avait pas été récolté. Est-ce que pour vous, ça ne justifie quand même pas une partie de l'effort qui a été fait? Le fait que finalement, il y a quand même un certain nombre de victimes authentiques qui vont bénéficier de tout cet argent qui a été récolté. Tant que les véritables victimes des persécutions nazies perçoivent ces indemnisations, eh bien, je serais tout à fait d'accord. Mais à mon avis, ce n'était pas l'objectif poursuivi par le Congrès juif mondial, car ce dernier avait comme but d'extorquer de l'argent pour remplir ses coffres. Et ça, c'est pas simplement mon avis, mais l'avis de beaucoup d'autres qui ont suivi ce processus de près. Maintenant, s'ils veulent utiliser cet argent pour reconstruire des communautés juives en Europe de l'Est, ils ont tout à fait le droit de le faire. Mais s'ils veulent utiliser l'argent pour ce faire, ils ont, je le répète, le droit de le faire. Mais ils ne devraient pas le faire avec l'argent des autres. Comme Sergio Carras, représentant des survivants, l'a dit, la charité, c'est quelque chose de noble, mais il ne faudrait pas la pratiquer avec l'argent des autres. Deuxièmement, le gouvernement des États-Unis, et d'ailleurs à cet égard, il faut se rappeler que ce n'est pas que le Congrès juif mondial, c'est le Congrès juif mondial qui a agi de pair avec l'administration Clinton. Donc le gouvernement américain n'avait aucun droit, ni moral, ni légal, de présenter des demandes au gouvernement suisse, donc des exigences qui n'est pas à son propre égard. Prenons les réfugiés par exemple, au titre de l'accord, au titre du plan de répartition. Quelques 200 millions de dollars iront au profit de réfugiés refoulés. Une des personnes dans ce studio pense que ce n'est pas suffisant. Eh bien, on peut très bien en discuter. Cela étant dit, mais la question que je vous pose est la suivante. Quel est le droit pour le Congrès juif mondial de présenter cette exigence à l'égard des Suisses? Il y a des réfugiés juifs qui ont été refoulés par les États-Unis et eux, ils n'ont jamais reçu un centime en compensation de la part du gouvernement américain. En fait,
C'est vraiment une audacité extrême pour le gouvernement Clinton que de demander cela, parce que ce gouvernement a refoulé des réfugiés Haïti qui ont été renvoyés dans leur pays. Et donc nous avons organisé cela nous-mêmes. Nous avons refoulé ces réfugiés de nos propres côtes et nous les avons renvoyés pour qu'ils tombent entre les mains des tortionnaires haïtiens. Et pendant ce temps-là, nous demandons maintenant que les Suisses payent de l'argent pour des réfugiés qui ont été refoulés de Suisse, mais c'est vraiment incroyable. Alors, on va finir là-dessus sur les questions de poids, de mesure. Peut-être M. Donat ou M. Bloch. Monsieur Bloch. Je suis tout à fait d'accord que l'Amérique a aussi fauté. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a une commission du président, je crois, présidentiel, qui s'occupe des tableaux volés, des objets d'art volés en Amérique. Ils ont trouvé de l'or des banques centrales aussi en Amérique. Dans la conférence de Londres, ils ont restitué cet argent au fond qui revenait à l'État américain. Ils l'ont mis à disposition des juives. Vous voulez dire que le processus commence aux États-Unis? Il a déjà commencé. Et troisièmement, on a parlé, on nous a dit, non, je suis peut-être naïf à y croire, hein, mais qu'on va aussi maintenant s'occuper, par exemple, du cas du St. Louis, où l'Amérique a refoulé des réfugiés qui voulaient se réfugier en Amérique. Donc, il y a là aussi un mouvement. Maintenant, en ce qui concerne les banques, c'est évidemment un peu différent parce que le système américain des comptes en déshérence est tout à fait différent qu'il est actuellement en Suisse et que peut-être en Suisse ça va aussi changer. Ça, on arrive à la fin de l'émission. Je veux dire que vous parlez du fait qu'aux États-Unis le processus va peut-être commencer, la polémique repart. Monsieur De Dardel, Monsieur Lamblay, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le politique, hein, qui en sont amenés à travailler au niveau politique. Ça veut dire qu'on est reparti, ça veut dire que cette histoire n'est pas encore finie, ça veut dire qu'il faudra encore, Monsieur Lamblay. Alors je crois que la première chose à faire, c'est d'établir les faits historiques. Et ceux que cite Monsieur Dardel sont une caricature. Alors, peut-être, nous pourrons avoir un autre droit de citer, par exemple, sur la question des réfugiés et des refoulements. Parce que là, il y a des choses nouvelles qui sont en train de se passer. C'est une suggestion, Monsieur De Dardel. Je pense que le débat va repartir, enfin, et je pense que c'est légitime. C'est légitime que l'on approfondisse toutes ces questions, la question des réfugiés en tout premier lieu. Pour moi, elle est plus importante que la question des fonds en déshérence. Et Madame Fayon, pour le mot de la fin, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous dites? Je crois qu'il y a encore beaucoup à parler, ça c'est certain. Eh bien, ce sera peut-être dans le cadre de droit de cité. En attendant, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Monsieur Finkelstein, merci beaucoup d'y avoir participé. À vous aussi. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Et rendez-vous dimanche prochain à droit de cité pour un nouveau débat sur un thème d'actualité. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.